Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs Avec Saïdou Anne. Marega Baba Assa est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le représentant officiel du parti politique Union des forces de progrès. Bonsoir à notre journaliste chroniqueur Saïdou. Bonsoir Nada, bonsoir Monsieur Marega. Avant d'entamer les débats, permettez-moi juste de faire le point sur l'actualité de cette semaine, l'actualité politico-économique. Le premier point porte sur le référendum pour supprimer le Sénat, change de drapeau et d'hymne national. Le gouvernement mauritanien vient d'adopter un projet de loi pour réviser la Constitution du 20 juillet 1990. Ces révisions constitutionnelles ne font pas d'unanimité chez les Mauritaniens. D'abord, ces modifications visent à remplacer le Sénat par une chambre de représentation des populations. Reste à savoir donc si ces propositions doivent recueillir 2/3 des parlementaires avant d'ouvrir la voie à un référendum. Le deuxième point de l'actualité porte sur l'élection de Trump. Le candidat Donald Trump a remporté les élections américaines. Il a pu défier les médias américains et les sondages qui donnaient la victoire à Hillary Clinton. Reste à savoir si son élection aura des répercussions sur les élections présidentielles en Europe, sur les accords signés avec l'Iran, sur les traités de la COP21 sur le réchauffement climatique et les relations politiques avec Moscou concernant la résolution des conflits au Moyen-Orient. Enfin, le troisième axe de l'actualité cette semaine, inauguration d'un centre de vigilance et de gestion de crise à Nouakchott. Le ministre de l'Intérieur Ahmed Ould Abdallah a inauguré mardi 8 novembre un centre de vigilance et de gestion de crise visant à protéger les civils et à renforcer la vigilance précoce pour faire face aux risques majeurs en matière de sécurité. Ce centre donc a été créé en coopération avec le Canada, l'OTAN et la France avec l'octroi de 2 700 000 euros, soit l'équivalent d'1 million ouguiya. Voilà en ce qui concerne l'actualité politico-économique de cette semaine. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs. Je reviens vers vous, monsieur Marega Baba Assa. J'aimerais vous poser une question. Pourriez-vous nous expliquer votre projet politique en quelques mots et qu'est-ce qui vous différencie de d'autres partis politiques en Mauritanie? Écoutez, d'abord bonsoir à tout le monde parce que je crois qu'il est déjà le soir. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, UFP, comme son nom l'indique, Union des forces de progrès, notre objectif dans ce pays, c'est d'œuvrer pour qu'il y ait un changement sur le plan politique, pour que ce pays-là sorte dans la situation dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs années pour ne pas dire depuis les indépendances. Donc nous voulons, notre objectif, nous sommes un parti où se retrouvent toutes les composantes de la Mauritanie, c'est-à-dire que des Négro-Africains, des Arabes. Donc nous sommes un parti qui rassemble toutes les composantes de la Mauritanie. Donc notre objectif, c'est de créer des conditions, de travailler pour que ce pays-là puisse trouver son unité, puisse devenir un pays avec les moyens qu'il dispose, avec les ressources qu'il dispose, pour devenir un pays indépendant, un pays qui œuvre dans l'intérêt de ses populations. En ce qui concerne l'unité nationale, si demain vous arrivez au pouvoir, quelle politique en matière d'éducation vous envisageriez de mettre en place? Moi, je voudrais d'abord expliquer que l'unité nationale de la Mauritanie a été mise de rude épreuve depuis plusieurs années, depuis ces dernières années, en particulier depuis les événements de 89. Donc, l'objectif, d'ailleurs, je crois que ce qu'il faut faire, c'est justement un dialogue national. Et d'ailleurs, à l'époque de Cheikh Ould Abdallah, il y a eu effectivement une sorte de dialogue où
tous les Mauritaniens, aussi bien à l'intérieur que de la diaspora, se sont retrouvés au niveau de Nouakchott. Ils ont discuté de tous les problèmes concernant les Mauritaniens, que ce soit le problème, comment dirais-je, de cohabitation, que ce soit le problème de l'éducation, que ce soit tous les aspects qui touchent les Mauritaniens ont été discutés. Il y a eu d'ailleurs des choses qui ont été arrêtées par rapport à cette rencontre-là. Des décisions auraient dû être prises, des mesures ont été arrêtées. Malheureusement, avec le coup d'État, toutes ces mesures n'ont pas pu être mises en application. Donc l'unité nationale en Mauritanie exige que tous les Mauritaniens se retrouvent, discutent ensemble. Un seul parti ne peut pas se prétendre d'avoir une solution pour les problèmes. Oui, mais en ce qui concerne le programme scolaire. Le programme scolaire, en tout cas, sur ce plan-là, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je sais que tout simplement, ce que nous voulons, c'est que le programme scolaire doit s'appuyer sur nos langues nationales. Donc nos langues nationales doivent être... on doit donner toute l'importance aux langues nationales pour que tous les Mauritaniens puissent s'instruire dans leur langue nationale. Bien sûr, dans un pays multinational, il faut à un moment donné qu'on puisse trouver une langue qui puisse être une langue qui peut être, comme on appelle une langue de ciment, qui puisse cimenter les relations entre les différentes. Mais selon vous, ça ne va pas créer un conflit d'éducation? Non, ça ne peut pas. Si le discours de la famille et celui de l'école ne se convergent pas vers le même but, ça va pas créer. Ça pourrait créer un conflit d'éducation. Entre les familles, vous dites. Si le discours de la famille et celui de l'école les deux sont différents, ça converge pas vers le même objectif, je vais dire. Non. Donc ça peut créer un conflit d'éducation. L'éducation nationale n'a rien à voir avec l'éducation qui est donnée dans une famille. L'éducation nationale, c'est qu'il y a des programmes qui sont les mêmes dans toutes les écoles mauritaniennes et que les enfants s'instruisent seulement. La différence, c'est que désormais, au lieu de le faire en français, au lieu de le faire en arabe seulement, on le fera dans les langues nationales. C'est l'objectif. Ce n'est pas seulement, ça n'a aucun rapport avec ce qui peut se passer dans le milieu familial, etc. Si côté socialisation de l'enfant et la transformation de son identité sociale, ça peut créer un conflit. Au contraire, ça continue. Comment vous allez, par exemple, renforcer l'éducation familiale pour que ça converge avec celle qui est prétendue par l'État, par exemple? Non, mais vous avez des familles très conservatrices, ils ne sont pas du tout d'accord avec l'enseignement des langues nationales à l'école. Toutes les familles, enfin, moi, à ma connaissance, en Mauritanie, il n'y a pas une famille qui est contre l'enseignement de sa langue. Il y a même des chefs religieux qui sont partisans du conservatisme. Oui, mais conservatisme, c'est autre chose. C'est l'instruction, doucement, tous ces conservatismes, etc. C'est lorsqu'on instruit les enfants que tout cela finira par s'émousser, qu'on deviendra un pays où un certain nombre de conservatismes négatifs disparaîtront. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre à travers l'éducation de nos langues nationales, c'est tout simplement l'instruction qui est donnée aujourd'hui en français, désormais devait être donnée en plusieurs langues pour renforcer les liens sociaux. Pour la simple raison que si vous voulez enseigner une population dans une langue qui n'est pas la sienne, vous n'aurez qu'une élite qui sera formée. Mais on ne peut pas enseigner toutes les matières en toutes les langues, c'est pas possible parce qu'il y a des matières scientifiques. On ne peut pas trouver des livres scolaires de manière scolaire. On le fait, c'est-à-dire que toutes les langues, il n'y a pas une langue qui ne peut pas être utilisée pour transmettre des connaissances. C'est-à-dire que toutes les langues sont habilitées, ont la capacité de véhiculer toutes les connaissances. Ça, il n'y a pas de sous-langue. Oui, c'est bien possible. Je suis juste en train de débattre avec vous parce qu'il y en a qui le pensent. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, depuis la création de votre parti, vous n'avez pas pu obtenir un score élevé lors des élections présidentielles en Mauritanie. Est-ce que cela ne vous décourage pas, vu que le peuple mauritanien conservateur est loin d'être progressiste? Non, justement, ça ne nous décourage pas. La raison fondamentale du fait que, d'abord, nous ne sommes présentés qu'une seule fois aux élections présidentielles. Au cours de cette élection, on a vu comment ça s'est passé. On a vu qu'il y a eu, tout simplement, il n'y a pas d'élections indépendantes en Mauritanie. C'est pourquoi, d'ailleurs, ces dernières années, nous exigeons pour qu'il y ait des élections indépendantes, qu'il y ait une CENI indépendante, que les conditions soient réunies pour que des élections puissent se passer dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait pas de tricage, etc. Donc, on a constaté ces dernières années, toutes les élections ont été truquées et que le pouvoir qui est en place
tout simplement. Donc le Mauritanie n'est pas un pays démocratique. Oui, rappelez-nous les élections auxquelles vous êtes présentés pour que nos auditeurs aient ça en tête. Bon, je pense que ça doit être en 2003, je crois. En 2003. En ce moment, votre emblème, c'était la clé, si on se rappelle bien. Mais c'est toujours la clé. Ok, bon, la clé, on ne la voit plus. Et moi, j'ai l'impression que votre clé, vous l'avez utilisée et vous a enfermé dans vous-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre parti existe quand même depuis longtemps. MND, vous en avez parlé rapidement. IFD, et puis voilà, c'est quand même des gens de votre parti qui sont partis de IFD Air Nouvelle, finalement vers IFP. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui explique un peu votre recul et qui explique également l'avancée des partis, ou bien en tout cas des mouvements comme IRA, comme Touche pas à ma nationalité, qui ne se reconnaissent pas dans votre discours énorme? Historiquement, ça aurait pu l'être. D'ailleurs, vous-même, vous le regrettez souvent. Est-ce que ce n'est pas votre recul de votre parti parce que vous avez lâché un peu la base? Vous dites qu'il faut enseigner les langues. Est-ce que votre parti, vous êtes sur le terrain? Comme le fait IRA, par exemple, avec les Haratines, comme le fait Tawassoul dans des quartiers un peu difficiles mauritaniens, où ils sont là avec leurs associations, ils aident comme ils peuvent. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Tout d'abord, nous ne nous avons pas fait enfermer avec notre clé. Notre clé existe toujours. Je crois que on ne la voit plus. Non, mais c'est parce que vous ne suivez pas les événements mauritaniens. Vous ouvrez d'ailleurs le site de l'FP. C'est l'un des partis d'ailleurs qui a un site le plus fourni. Qui marche très bien. Le plus fourni. Les autres partis n'ont pas de site. Et que si vous avez regardé même les manifestations qui se sont déroulées ces derniers jours, vous aurez vu voir la clé. Donc, la clé, elle est plus visible sur le site. Il y a la version de l'ancien site sur votre actuel site. Non, la clé, elle est quasiment invisible, je vous le dis. Non, je dis qu'elle est visible. Je l'ai visité même ce matin et j'ai même lancé un article. C'est très visible sur nos sites. Répondez à ma question. Deuxièmement, si vous avez même observé les manifs qui se sont déroulés à chaque fois en Mauritanie ces dernières années, vous allez apercevoir les clés, les drapeaux avec la clé. Tout. Donc, observez mieux, vous allez voir que sincèrement, je ne suis pas encore myope. Bon. Je vous dis et je vous mets au défi, les clés, moi, je ne la vois plus. En tout cas. Et sur votre emblème, est-ce qu'on voit la clé? Tout à fait. L'emblème de votre parti? Tout à fait. C'est ça que je trouve dommage que vous... Bon, ceci étant dit, notre politique par rapport à la situation générale, notre politique n'a pas évolué. D'abord, n'a pas changé fondamentalement. Ouais. Vous dites que, par exemple, par rapport au problème des Haratines, par rapport au problème des négro-africains, par rapport au problème des langues, etc., je crois que c'est l'un des rares partis qui a eu un programme conséquent par rapport à cela. C'est-à-dire que vous savez très bien que, bon, d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche souvent à l'UFP, on dit que c'est un parti d'élite. Donc, sur ce plan-là... Est-ce que ce n'est pas le cas? Oui, non, ce n'est pas le cas. La preuve en est que toutes nos élections, les mairies que nous avons gagnées, ce n'est pas des mairies au niveau de Nouakchott, c'est aux mairies dans des milieux populaires. Donc, on va en venir aux mairies. Répondez brièvement que vous avez lâché. C'est pour vous dire. Non, justement, c'est pour vous dire tout simplement que l'UFP a continué à être avec les masses, a continué à travailler avec les plus déshérités. L'UFP a continué tout simplement à poser le problème des... Et pourquoi aujourd'hui votre voix est quasi inaudible? Non, mais c'est vous qui le dites. C'est le cas. C'est le cas. Vous rechignez même à vous présenter aux élections. Non, mais justement, on ne rechigne pas à nous présenter aux élections. Nous avons posé des conditions pour qu'il puisse y avoir des élections. Vous savez que les dernières élections qui ont eu lieu, où nous avons assisté sur les élections législatives et municipales, l'UFP était le deuxième parti en Mauritanie. Le deuxième parti de l'opposition. Vous dites les dernières élections, sauf que les dernières élections, vous n'existez plus. Aux dernières élections, aujourd'hui en Mauritanie, vous n'existez plus. Mais non, ça d'abord, ce ne sont pas les élections qui font exister un parti. Ça, d'abord, il faut que vous compreniez. Certes. Certes. Il faut que vous compreniez. Mais dans l'échiquier politique, vous pesez quoi aujourd'hui? Nous pesons lourd. Ça, c'est vous. Non, mais je te dis, c'est vous qui me posez la question. Vous coupez la parole, s'il vous plaît. Je passe à la question suivante. Vous me posez la question. Brièvement, s'il vous plaît. Je finis par rapport à cela. Je vous rappelais que aux élections passées, les dernières élections où nous avons participé, parce que depuis lors, nous n'avons pas participé. Il y a d'autres partis comme RFD, comme d'autres qui n'ont pas participé. Ouais. Il y a tous les partis d'opposition, les grands partis d'opposition n'ont pas assisté depuis que nous avons
commencé à boycotter. Ça, parce que nous avons estimé tout simplement. C'est objectivement vrai ce que vous dites là. Non, mais c'est vrai. Donc, nous n'avons pas assisté à ces élections. Mais les dernières élections que nous avons assistées avec tous les autres partis de l'opposition, on était le deuxième parti de l'opposition. Bon, ce qui veut dire après le RFD. Parce que nous, vous êtes troisième quand même. Donc, non. Oui, deuxième parti de l'opposition, c'est troisième. Oui, mais c'est ce que je suis dit. Parce qu'il y avait, c'est-à-dire que le RFD avait, 15 députés avec des sénateurs. Nous, on avait une dizaine de députés et des sénateurs. Mais on a bien compris votre point de vue. S'il vous plaît, Mariga Baba Assa. Vous sortez un peu de RFD. On passe à la question suivante, s'il vous plaît. Que pensez-vous de la ligne politique de Birama Ould-Abed? Que pensez-vous de la ligne politique de Birama Ould-Abed? Bon, d'abord, Birahim n'a pas en lui-même une ligne politique. Il y a l'IRA, qui est un mouvement social, en réalité. Ce n'est pas un mouvement politique, l'IRA. Oui. Donc, qui pose des problèmes. Qui est une ONG qui pose des problèmes. Les problèmes que pose Birahim, ce sont des problèmes que, en particulier, vous avez fait un peu l'historique en disant que le MND, l'UFP n'est pas du MND. Si vous regardez aujourd'hui les 90% des gens... C'est marqué sur votre site pourtant. Non. Les 90% des militants de l'UFP n'ont jamais connu le MND. Oui, parce que les temps ont changé. Oui, je suis en train de t'expliquer. Parce que les temps ont changé. Le MND a été dissous depuis maintenant plus de une vingtaine d'années. Mais les personnes restent. Non. Le chef de votre parti, il a fait du parti du MND ou pas? Mais Mohamed Ould Mouloud. Non seulement le chef de notre parti a fait du MND. Merci. Il y a beaucoup voilà, donc c'est ce qu'on dit. Voilà. Tu trouveras des militants du MND. C'est ce qu'on dit. Dans tous les partis aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a beaucoup de gens des MND qui sont aujourd'hui à l'FP. Le fait qu'il y ait des gens qui ont appartenu à un parti ou un mouvement donné et qui sont dans un parti ne fait pas de ce parti-là ce mouvement. Je ne dis pas que vous faites de ce mouvement, je dis que vous sortez de là. Voilà, c'est votre base. Ceci étant dit, nous revendiquons l'héritage entre de ce mouvement. Mais vous vous contredisez, vous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas des MND et là vous dites que vous revendiquez MND. Soyez un peu cohérent. Non, c'est vous qui confondez les choses. Vous confondez allez-y, répondez précisément s'il vous plaît. Auparavant et ce qu'on est aujourd'hui. On est une guerre des mots. Je dis que vous sortez de là, vous dites que vous avez l'héritage. Non. Je te dis que je vous ai expliqué que l'MND est un mouvement qui a existé. Donc le mouvement a été dissous. Donc si le mouvement a été dissous, il n'existe plus aujourd'hui. Vous pouvez comprendre au moins cette logique-là. C'est une guerre de mots. Je pense que c'est une guerre de mots. C'est une guerre de mots. On a compris le sens. On a compris le sens. Vous m'avez même dit qu'il y a beaucoup de gens de votre parti qui viennent, qui faisaient partie anciennement du MND. Le premier représentant de votre parti, il fait partie de ces gens-là. Donc, ça veut dire que vous avez quand même cet héritage-là. Si je veux utiliser le langage que vous voulez, moi je dis que vous sortez de là. C'est la même chose. On parle le même langage. On avance un peu plus. On va avancer. En tout cas, je voulais tout simplement vous éclairer par rapport à cela. C'est très clair pour moi dans ma tête, avant même que vous ouvrez la bouche. C'est clair, M. Mariga Baba, s'il vous plaît, revenons à la question. J'arrive. Je voudrais vous éclairer par rapport à ce problème-là, comprendre, parce que beaucoup de gens font cette confusion-là. Oui, expliquez quand même. MND et UFP. Donc, l'MND, effectivement, a existé, a été dissous. Aujourd'hui, c'est l'UFP, parce qu'il y a des gens qui sont, je répète, qui sont dans l'UFP aujourd'hui, qui n'ont jamais connu l'MND. Donc, mais, effectivement, il y a des anciens militants qui étaient, dans le MND, qui sont aujourd'hui dans l'UFP et qui portent beaucoup de choses à ce parti-là. Et comme il y a eu des militants de MND qui sont dans d'autres partis qui ne sont même pas... On a compris votre point de vue, s'il vous plaît. Revenons à la question posée. Est-ce que le mouvement d'IRA, de Birama, est-ce qu'il s'agit, selon vous, de la lutte contre l'esclavage ou plutôt de la commercialisation de cette question? Voilà, je vous ai dit... Brièvement, s'il vous plaît, répondez brièvement à la question. Par rapport à Birama pose des problèmes réels, des Aratines à Mauritanie. Dont vous parlez il y a longtemps, je rappelle quand même. Voilà. Votre parti UFP. Voilà, donc l'UFP, en particulier le MND, est le premier parti à poser le problème des esclaves en Mauritanie. Ça, je peux vous renvoyer, aux différents textes qui ont été publiés à l'époque. Bon, mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, effectivement, l'IRA a pu spécifier, ce problème-là et a posé le problème. Donc l'IRA pose des problèmes des Aratines en Mauritanie et que ces problèmes-là sont des problèmes réels. La seule chose que nous, on peut reprocher à l'IRA, c'est la manière de poser le problème. C'est-à-dire la manière de poser ces problèmes-là, c'est des problèmes réels, mais lorsqu'on identifie ces problèmes-là, à une ethnie,
ou à une... mais est-ce qu'il s'agit de la commercialisation de la question ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a des membres d'ERA qui ont quitté ce mouvement puisque ils ont découvert que Biram commercialise cette question pour ses fins personnelles politiques. Ça, ce n'est pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas ma conviction. Vous refutez... Je n'y crois pas. Je n'ai aucune preuve que Biram utilise ce mouvement-là pour des fins commerciales. Donc, ce que je sais, c'est qu'il pose des problèmes réels de la ratine. Ce que je sais aussi, c'est que... Donc, selon vous, il ne commercialise pas du tout cette question? C'est ce que je viens de vous dire. Ce que je sais qu'il y a une forme de poser ce problème-là qui peuvent effectivement apparaître, comment dirais-je, des positions qui peuvent porter de confusion. C'est-à-dire que lorsqu'on pose ce problème-là en identifiant comme étant un problème, comment dirais-je, de Bédan ou des problèmes de telle ou telle ethnie, là, c'est à partir de là où il y a des confusions. Mais sinon, c'est pas... Alors, merci. Oui, Saïdou. Monsieur Marega Baba Assa, dites-moi, est-ce qu'au sein de votre parti, pour vous, la question du passif humanitaire est définitivement réglée? Loin de là. Loin de là. Loin de là. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vous ai dit que ce problème de passif humanitaire, pendant les événements de 89, notre président Mohamed Mouloud et d'autres comme Baboukar Moussa, etc., étaient obligés de s'exiler de la Mauritanie. Mohamed Mouloud était là, tous les martyrs. Moi, j'ai les archives de tous les martyrs, c'est-à-dire tous ceux qui ont été assassinés à l'époque. On les recevait ici directement. Donc, ce qui veut dire tout simplement que même la publication, comment dire, des noms, l'origine des noms, c'est ces noms. C'est vous. C'est le seul à l'époque aussi qui avait posé le problème, qui avait le premier à porter plainte contre l'État mauritanien, c'était, comment dirais-je, nous continuons à dire, le problème le passif humanitaire ne sera résolu que lorsque tous les Mauritaniens, les concernés en particulier, se retrouvent pour débattre du problème-là, pour trouver une solution consensuelle à ces problèmes-là. C'est-à-dire un problème qui prend en considération comment on appelle ça, les problèmes des héritiers. Revenons aujourd'hui. Pour gérer ce problème, comme vous le dites, il faut que tout le monde se retrouve sur une même table. Avant que ce problème soit géré, aujourd'hui, Elie Mohamed Vall, dont certains accusent d'être bien impliqué dans ces événements de 89 qu'on appelle passif humanitaire. On voit que le chef de votre parti, il marche côte à côte au sein du front auprès d'Elie Mohamed Vall. Ça ne vous pose pas de problème? Bon, je vous rappelle d'abord que Elie Mohamed Vall n'est pas dans le front. Il n'est pas membre du front. À la dernière marche, membre ou pas, mais en tout cas, votre chef de parti marche côte à côte avec lui. Est-ce que ça vous pose problème? Ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Ça ne me pose aucun problème. D'abord, Elie Mohamed Vall, moi, on l'accuse effectivement d'avoir été responsable dans un certain nombre de déportations, dans un certain nombre de choses. Oui. Mais comme Mauritaniens, tous ceux qui aujourd'hui peuvent s'opposer à ce pouvoir et qui viennent marcher contre ce pouvoir-là, qui est aujourd'hui au pouvoir, qui fait des dégâts que nous connaissons dans ce pays-là, moi je ne peux pas. Vous êtes sûr que Elie Mohamed Vall, il est là parce que c'est pas une posture politique, ce n'est pas un certain mécontentement qu'il exprime, ou c'est plutôt parce que c'est un vœu pieux pour la démocratie? Mais c'est peut-être un mécontentement, mais c'est ça. Et ça, vous êtes prêt aussi à l'accepter à vos côtés, même s'il ne fait pas partie de votre... Il pose des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les manifestants, tous ceux qui sont venus manifester, moi je ne sais pas ce que chacun a commis. Je sais tout simplement que les gens... Mais moi, je ne dis pas qu'il a commis, je dis qu'il est accusé par certains. Pour l'instant, il n'y a pas de procès. Je ne sais pas, pour l'instant, il n'y a pas de procès, on ne peut pas savoir. Ce dont chacun est accusé. Peut-être il y a... Mais vous faites partie des accusateurs, vu que votre parti a porté plainte. Oui, mais on a porté plainte. Et lui était en ce moment contre l'État mauritanien. Un personnage clé de l'État. Contre l'État mauritanien. Maintenant, quand il y aura un jugement, en ce moment-là, chacun répondra. Et avant le jugement, vous êtes prêt à marcher avec n'importe qui? Non, mais nous ne sommes pas prêts à marcher avec n'importe qui, mais nous sommes... C'est parce que vous faites aujourd'hui... Quand il y a une manifestation, nous ne sommes pas là pour faire la police, pour demander à tel ou à tel de participer à... Mais vous pouvez choisir avec qui vous allez marcher ou pas? C'est votre droit aussi. Nous avons appelé tous les Mauritaniens à manifester. Donc Mohamed Abdelaziz, il veut marcher avec vous, il marche avec vous. Absolument. Même si les... Contre lui.
Ah ben, si c'est contre lui, tant pis pour lui. Merci, merci pour la question. Excusez-moi, je suis obligée de vous couper la parole. L'essentiel, c'est qu'il manifeste contre lui. Alors, je passe à la question suivante, s'il vous plaît. Avez-vous lu, M. Mariga Baba Assa, l'article de Ould Mkhata, dans lequel il dénonce la stratification sociale en Mauritanie? Oui, est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une apostasie ou comment vous l'interprétez? Est-ce que vous l'avez lu déjà ou pas? L'article en lui-même, je ne l'ai pas lu. J'ai dit, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Oui. Mais je crois que, quel que soit ce qu'il a pu dire dans cet article-là, il s'est repenti. Et je crois que c'est ça l'important. Il s'agit d'une apostasie selon vous ou pas? Je dis que je n'ai pas lu l'article. Donc, je te dis que, quelles que soient les raisons... Mais selon vous, est-ce que l'État mauritanien doit se mêler dans la liberté d'expression de ses citoyens? Attention, on est quand même dans un pays musulman. Donc la Mauritanie n'est pas un pays démocratique, parce que la démocratie ne se limite pas au suffrage universel. La démocratie repose sur le suffrage universel, sur la liberté d'expression, d'opposition, sur le pluralisme politique. Même ici en France, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La preuve en est que Dieudonné est poursuivi aujourd'hui, parce qu'il a dit des choses. Donc ce n'est pas un problème de démocratie. Il y a des choses que la démocratie aussi a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de les dire à partir du moment où ça peut porter préjudice aux autres. Donc la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est quand on respecte aussi les autres. On est dans un pays musulman où le pays c'est à 100% musulman. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. L'IOFP est partisan d'un État laïque ou religieux. Quelle est votre conception de l'État? Nous sommes dans un pays à 100% musulman. Oui. Et que dans ce pays, nos lois respectent cette religion-là. Nous ne sommes pas laïcs. Le mot laïque a un sens ici. Par rapport aux mesures politiques, le mot laïque a un sens en France, n'a aucun sens en Mauritanie. Monsieur Mariga, revenons un peu à votre parti politique. Il m'intéresse bien votre parti. Hein. Alors, dites-moi, vous revendiquez 3 congrès au sein de votre parti, donc disons congrès ordinaire. Pourquoi il n'y a jamais eu d'alternance à la tête de votre parti? Pourquoi c'est Mohamed Ould Mouloud qui est à la tête de votre parti depuis le début? On ne peut pas, si les militants ont décidé de choisir, parce qu'être militant de l'UFP, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas n'importe qui accepte de se sacrifier pour des partis qui ne sont pas au pouvoir. Alors, quelle est la culture démocratique que vous voulez montrer aux Mauritaniens? Si votre président il est là pendant 3 congrès, vos congrès c'est 4 ans, tous les 4 ans que ça se tient, disons ça fait rapidement 12 ans, donc un président mauritanien, donc il peut rester 12, 15, 20 ans. 12 ans, 20 ans même. Ça ne vous dérangera pas? Non, je vous ai dit que d'abord, un parti ou un pays a une constitution ou a un règlement intérieur ou a des textes. C'est sur ces textes-là. Et l'éthique. Votre président parle souvent. Oui, allez-y, j'ai beaucoup plu. Donc, si le parti doit se baser sur ces textes-là pour appliquer ces textes-là. Donc, nous, notre parti, je vous ai dit, je vais commencer par vous dire que le fait d'être un dirigeant de l'UFP n'est pas un privilège, c'est un sacrifice. Si Mohamed Ould Mouloud, à un moment donné, a accepté d'être choisi comme président de ce parti-là, chaque congrès, ce sont des militants qui viennent de partout, de l'intérieur du pays et de partout. Oui, ce n'est pas un catimini. Qui viennent de réélire. Oui. Qui ne viennent pas en catimini pour venir choisir Mohamed Mouloud. Il y a eu des votes. Oui, on a compris votre... Non, je vous laisse finir. Il y a eu des votes qui ont choisi... Je vais juste rebondir, Nada, s'il te plaît, là-dessus. Rapidement, s'il vous plaît. Qui ont choisi Mohamed Mouloud comme président de l'UFP. Alors, qui ont choisi Mohamed Mouloud comme président de l'UFP. Et le fait qu'il soit président de l'UFP ne lui donne pas, comment dirais-je... des privilèges et autres. Vous l'avez déjà dit. Mais quelle est l'éthique de votre parti à partir du moment où vous revendiquez l'alternance en Mauritanie, vous revendiquez le changement en Mauritanie et qu'à la tête de votre parti, pendant au moins 12 ans, vous avez le seul chef de parti, alors que les talents, je pense que vous en avez encore d'autres personnes qui peuvent diriger, et que je rappelle que vous avez perdu quand même des élections et pas qu'une seule fois, d'autres vous avez boycotté. Nous avons perdu quelle élection? Les élections, vous avez arrivé 3e, vous avez perdu.
projet présidentiel. Oui, vous êtes donc l'éthique de votre parti voudrait que le président se dise à un moment donné, je laisse ma place à quelqu'un d'autre qui pourra mener ce parti à la victoire. Pourquoi vous ne le faites pas? Je suis en train de vous expliquer que s'il y a des candidats... Pourquoi il se présente même? Non. Je suis en train de vous expliquer que si, au sein de ce parti-là, que tous les congressistes ont décidé de le reconduire à ses fonctions, c'est parce que tout simplement, on a estimé que celui, dans les situations difficiles de notre pays, dans les situations particulières de notre pays, qui peut faire l'unité de tous les militants de ce parti-là et qui peut diriger ce parti-là. Vous renvoyez une image pas démocratique au Mauritanie. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Donc, la démocratie, c'est les élections. Vous voulez l'alternance aussi? Non. Oui. L'alternance, c'est pas une obligatoire. Non, c'est pas une obligation. Ouais, c'est pas une obligation. Donc, l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel, le but, tout simplement, c'est que ces élections, le choix se fait démocratiquement. À partir du moment où le choix se fait démocratiquement, tout le reste n'est que détail. Tu comprends? Le fait de dire qu'il faut qu'il y ait une alternance. C'est tout à fait clair, monsieur Mariga Baba. Je me pose la question de l'éthique. Dernière question, je suis obligée de vous couper la parole. Je suis obligée de vous couper la parole, s'il vous plaît. Dernière question. Alors, votre parti politique se déclare progressiste. Que pensez-vous de la condition féminine aujourd'hui en Mauritanie? Êtes-vous féministe? Non. On n'est pas obligé d'être féministe pour défendre les causes des femmes. Oui. On peut, les causes des femmes. Être féministe, c'est tout à fait ça. C'est défendre, être partisan de l'égalité entre les sexes. Le mot féministe a une connotation autre que ce que vous pensez être. En tout cas, moi, je suis aujourd'hui en mesure, en tout cas, de vous dire que notre parti est un parti qui défend la cause des femmes. C'est-à-dire qui défend la cause des femmes, qui a d'ailleurs l'une... Mais vous vous contredisez, monsieur Mariga Baba. Vous n'êtes pas féministe, mais vous défendez les droits des femmes, c'est contradictoire. Parce que la définition que vous avez du féminisme et la définition que j'ai du féminisme, c'est pas pareil. Quelle est votre conception du féminisme? Pour moi, défendre la cause des femmes n'a rien à voir avec le féminisme, en tout cas tel qu'elle est prônée ici en Occident ou en Europe ici. Ça, c'est une autre chose, une autre conception. Être féministe, c'est une valeur universelle, M. Mariga Baba. Non. Si demain vous serez au pouvoir, quelles sont les politiques que vous mettiez en place pour l'égalité homme-femme, pour lutter contre l'excision, mariage forcé, inégalité de salaire, etc. Concrètement, nous sommes favorables à tout. Dans un pays conservateur comme la Mauritanie. Oui, mais dans un pays conservateur, dans un pays musulman comme la Mauritanie, nous défendrons la cause des femmes. Je vous rappelle que je ne vais pas rentrer ici dans un problème de religieux, mais vous savez que la religion qui est la première à libérer les femmes, à donner, comment dirais-je, le droit aux femmes, c'est quand même l'islam. Est-ce que vous interdisez, par exemple, aux chefs musulmans, enfin les savants musulmans en Mauritanie, de donner des fatwas qui ont une vision sexiste? Oui, mais évidemment, qui renforce cette inégalité homme-femme, parce que souvent elle est justifiée par la religion en Mauritanie. Les fatwas Est-ce que vous interdisez aux chefs religieux de prononcer, de donner ces fatwas justifiant l'inégalité entre les sexes? Vous vous déclarez progressiste quand même, votre parti. Nous sommes un parti progressiste. Les fatwas Mais vous n'êtes pas féministe, c'est quand même une grande contradiction. Les fatwas des oulémas ou autres, nous, en tout cas, dans ce pays-là, sur quoi nous nous basons, c'est sur le Coran, c'est sur les hadiths du prophète. Mais vous n'êtes pas progressiste. Vous n'êtes pas féministe. Tout le reste, c'est... Alors, votre dernier mot, s'il vous plaît, parce que... J'ai une dernière question. Nada. Il faut que je la pose, une dernière question. Monsieur Mariga Baba. Monsieur Mariga Baba Assa, dites-moi juste, le calendrier politique mauritanien, on a l'impression que le seul mouvement qui arrive à perturber un peu le calendrier de Mohamed Abdelaziz, c'est IRA à travers ses manifestations, et que vous n'avez pas l'impression d'être un peu suiviste. Même la dernière manifestation que vous avez faite, il a fallu que le président fasse son discours, que votre président estime que Mohamed Abdelaziz, il a lancé un défi. C'est comme ça qu'il a traduit au peuple mauritanien. Donc vous avez décidé de manifester avec d'autres partis et voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu, vous avez du mal à mettre votre marque un peu sur le calendrier politique mauritanien? Mais justement, ça, c'est tout à fait le contraire. Je vous rappelle que la dernière manifestation, d'abord, aujourd'hui,
l'ensemble de l'opposition, en tout cas les grands partis de l'opposition, se sont retrouvés dans un cadre qu'on appelle le FNDU. C'est ce FNDU qui a appelé à la manifestation. Et tous les autres partis, y compris IRA, a rejoint justement cette manifestation. Votre parti aussi a appelé à sa façon, quand le Sofran a appelé à la manifestation, le président de votre parti, vu que c'est lui qui nous intéresse, et votre parti IFP aujourd'hui qui nous intéresse aujourd'hui, il a fait son discours dans lequel il a dit que le président Mohamed Abdelaziz, il a lancé un défi au peuple mauritanien, c'est aux Mauritaniens de le relever à travers cette marche. Non, ça je crois que vous... C'est un document qui est visible chez vous. Non, vous êtes en train de confondre tout apparemment. Allez-y, parce que, éclairez-moi. Oui, je veux vous éclairer, je crois que c'est mon rôle justement. Donc, d'abord, il faut que vous compreniez une chose, que nous avons boycotté, le dialogue. Le dialogue, nous avons boycotté le dialogue dans le cas, c'est le FNDU qui a boycotté le dialogue. On est d'accord? Là, on ne se convient pas. Et que le FNDU a décidé de boycotter le dialogue. Ce n'est pas l'IRA qui a fait un discours par rapport à... J'ai pas parlé d'IRA. J'ai dit que le président Mohamed Abdelaziz a fait un discours lors de la fermeture du dialogue dans lequel il a dit qu'il ne toucherait pas qu'il ne se présenterait pas. Il n'a pas dit qu'il ne toucherait pas à la Constitution. Et votre président a estimé que c'est un défi qu'il a lancé au peuple mauritanien, qu'il devait, relever ce défi. Ça, c'est Mohamed Mouloud qui l'a dit. Non, Mohamed Mouloud l'a dit. Le fait tout simplement que bien avant d'ailleurs son discours, que le fait que ces ministres... Revenez à ma question par contre. Le calendrier. Le fait que ces ministres, que ce soit le ministre porte-parole, que ce soit le ministre de l'Industrie, que ce soit les autres ministres qui ont continué pendant toute une période, pendant des mois, à dire qu'il va demander un troisième mandat, le président Abdelaziz va demander un troisième mandat, et que c'est un défi parce que tout simplement c'est justement un défi contre le peuple mauritanien, et c'est dans ce cadre-là que justement a été organisé. Répondez juste à ma question, le calendrier, vous avez une prise dessus ou pas, le calendrier politique mauritanien? Quelle est votre prise? La prise, c'est tout simplement que nous sommes là à chaque fois pour pousser ce pouvoir-là. Je ne parle plus, oui. Pour pousser ce pouvoir-là, justement, à laisser, le peuple mauritanien prendre en tout cas ses responsabilités par rapport à l'avenir et l'amener justement à ne plus... Oui, on a compris votre point de vue, s'il vous plaît, monsieur Maïga. À ne plus accéder, à ne plus continuer, à toucher, à refuser à ce que l'Abdelaziz touche à la Constitution, à refuser à ce que les Mauritaniens puissent faire des élections indépendantes, etc. À chaque fois que c'est nécessaire, je crois que nous avons participé, à des actions qui ont mené ce pouvoir-là à reculer sur ce plan. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, c'est dire tout simplement que, d'abord, je suis content que vous m'ayez invité pour ce débat, ou en tout cas ce dialogue avec vous. Mais je voudrais tout simplement que, je crois que par rapport à ce que j'ai compris ici, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels vous n'avez pas, en tout cas, vous n'êtes pas très informé par rapport à notre parti. Et je crois qu'il est important que, d'ailleurs, je crois que tous les textes sont sur notre site, actuellement, d'ailleurs, que vous pouvez revoir. Et deuxièmement, que les activités que mène l'UFP sur le terrain, le rôle que l'UFP joue sur le terrain, dans le cadre du FNDU ou dans le cadre du parti lui-même, je crois que si vous vous renseignez mieux, je pense que la prochaine fois, vous me poserez des questions. On a compris que vous êtes progressiste, mais vous n'êtes pas féministe. Merci Maïga Baba. Merci Maïga Baba d'avoir accepté de notre invitation. Merci à Seydou Chroniqueur et journaliste RMI. Merci au réalisateur Abdoulaye Christophe. Merci à nos auditeurs de RMI. Bonne soirée. À bientôt. Vous écoutez RMIinfo.com. Regarde ailleurs.